Je voulais vous poser une question parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans le débat quand on discute avec des familles. Il y a une grande angoisse sur le tétanos. Et il y a Oui. plein de parents qui disent oui, mais et le tétanos, voilà. Et il y a des parents qui disent moi je veux pas faire vacciner mon enfant contre telle maladie. Par contre le tétanos c'est tellement grave que etc etc. Donc comme c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la discussion, j'aurais bien aimé que vous nous en disiez quelques mots. Oui, oh bah, oui, c'est pareil. Je me suis appuyé, si j'ose dire, la lecture de compte rendu de conférences internationales sur le tétanos. J'ai dû en lire, je ne sais plus, c'est 4 ou 5 différentes de conférences que je cite aussi dans mon bouquin, d'où il ressort que bah, finalement, il y a des tas d'exemples et de publications qui montrent qu'il n'y a pas forcément de relation entre la vaccination antitétanique et la survenue ou l'absence de tétanos. Alors déjà, un premier point au départ, c'est que le tétanos est une maladie qui n'est pas immunisante, et ça tout le monde le reconnaît dans le corps médical. On fait un tétanos, on en guérit, on peut en faire un second. Et j'ai connu personnellement, quand j'étais jeune, une femme dans mon voisinage qui a eu 2 tétanos. Elle n'est pas morte du tétanos d'ailleurs, hein, mais elle a fait 2 tétanos. Donc, déjà, c'est surprenant puisque le vaccin, c'est une toxine atténuée. Comment peut-elle faire mieux que la nature puisque la toxine véritable n'arrive pas à immuniser? Alors, je dis ça souvent dans des exposés devant des médecins et notamment ce que j'avais fait à l'hôpital pour enfants à Tours. Et le chef de clinique était là, me dit oui, bien sûr, vous avez raison, mais c'est parce que la toxine est tellement virulente que le sujet qui a le tétanos n'a pas le temps de s'immuniser. Oh, j'ai écouté le docteur, c'est bien gentil. Pour celui qui a un tétanos qui en meurt en 3 jours ou 4 jours, je veux bien, il n'a pas le temps de s'immuniser. Mais pour ceux qui restent en réanimation pendant 3 ou 4 semaines, eux, ils ont le temps de s'immuniser. Et pourtant, ils ne sont pas immunisés. Et là, il n'y a jamais de réponse véritable. Donc pour le tétanos, je crois qu'il ne faut pas s'affoler. Alors ce qu'on dit souvent aussi, c'est que le tétanos est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes que chez les hommes, parce que les hommes étaient revaccinés au service militaire. Or, j'ai eu la chance de tomber un jour sur une publication où était recensée, c'est une statistique, qui donnait les morts par tétanos répartis par classe d'âge de 5 ans et par sexe. Et à partir de là, à partir de la pyramide des âges, je me suis amusé pendant quelques heures évidemment à faire ça, avec la pyramide des âges, on peut faire le rapport du nombre de décès par rapport à la classe d'âge correspondante. Et de quoi se rend-on compte? Eh bien tout simplement que jusqu'à, allez, on va dire 60 ans, les décès par tétanos sont les mêmes chez les hommes, chez les femmes. Ils sont très faibles déjà au départ, parce que les cas de tétanos se rencontrent essentiellement chez les personnes âgées. La moyenne d'âge, je crois, c'est 75 ans, mais jusqu'à 60 ans, bon, de temps en temps, il y en a un peu plus chez les hommes que chez les femmes, mais pas tous les ans. Or, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ces statistiques que j'ai réparties donc par tranche d'âge et par sexe? Eh bien, c'est que plus on avance en âge, plus il y a, en valeur relative, de décès chez les hommes que chez les femmes, supposés être mieux protégés puisqu'ils font leur service militaire et qu'au service militaire, on était revaccinés. Et c'est très net, à partir de 60 ans, 65 ans, on voit que les morts répartis à la population. Alors, évidemment, un certain nombre d'années, il y a globalement au moins autant, quelquefois plus de femmes qui meurent du tétanos que d'hommes. Mais si vous les répartissez par classe d'âge, eh bien vous apercevez que les hommes meurent plus de tétanos que les femmes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que depuis quand même déjà assez longtemps, à l'époque où j'ai fait cette recherche statistique, les hommes avaient une durée de vie de 10 ans inférieure à celle des femmes, ce qui veut dire que plus on avance en âge, moins il y a d'hommes, plus il y a de femmes. Et par conséquent, la proportion relative des décès évidemment, est plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et donc ça, c'est encore une contre-vérité qu'il faut dénoncer. Oui, oui, bah oui, c'est un biais statistique. Et puis il y a d'autres raisons hein, que je rapporte aussi, je ne peux pas vous les expliquer dans le détail parce qu'il faudrait que je remémore ma mémoire, mais il y a d'autres explications qui montrent que la vaccination antitétanique n'est pas le, la planche de salut pour éviter le tétanos. D'autre part, pour les enfants, il faut quand même bien savoir que la façon dont qu'on peut contracter le tétanos par des plaies, tant qu'un enfant ne sait pas marcher, on ne voit pas très bien comment il pourrait contracter le tétanos. Merci. Je voulais vous demander au sujet du tétanos aussi, est-ce qu'il est vrai qu'il existe des cures simples, comme j'ai pu le lire dans certains
journaux ces derniers mois. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de soigner le tétanos qui sont en fait très simples. Ah ben, un moyen très simple du tétanos qui a été mis en œuvre dans un hôpital de Charente-Maritime, à Saint-Jean-d'Angély très exactement, c'est-à-dire pas très loin, en disons entre Niort et Rochefort. Et ceci suite à des travaux réalisés au départ par le professeur Delbé, qui avait montré pendant la guerre de 1914 que les blessés qui étaient soignés par des compresses, etc., imprégnés de chlorure de magnésium, guérissaient plus vite que les autres. Et dans les années 30-40, le docteur Neveu, qui était donc médecin dans un petit village qui s'appelle le Breuil-Magné, qui est tout près de Rochefort, avait eu à traiter des angines suspectes qui s'étaient révélées être des angines diphtériques par l'analyse au laboratoire et que lui guérissait avec du chlorure de magnésium par voie buccale. Et de la même façon, à l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély, un autre médecin qui s'appelait le docteur Fumeron, connaissant Neveu et connaissant ses travaux, a soigné, alors de mémoire, je crois que c'était 8 cas dans la publication, de tétanos avéré, et même arrivé à un degré très important, qu'il a guéri par des injections intraveineuses de chlorure de magnésium. Alors là, avec des précautions à prendre parce que les concentrations sont très fortes, donc il faut éviter le choc osmotique, etc., et puis des problèmes cardiaques. Mais enfin, c'est un traitement qui a été utilisé, mais qui n'est pas connu, mais qui a quand même été publié dans des revues médicales. Alors de mémoire, une revue qui s'appelle Les Cahiers de biothérapie, mais tout ça, ça a été publié dans les années 60 à peu près. Oui, si nous acceptons les arguments pro-vaccination, pas de problème, c'est très bien, etc., etc., c'est parfaitement en contradiction avec le tétanos. Le tétanos n'est pas une maladie contagieuse transmissible, Oui. Évidemment pas. Deuxièmement, le germe qui transmet le tétanos est un germe tellurique anaérobie. Et donc, il y a des moyens très très simples de prévenir le tétanos sans faire de vaccination, ni de sérologie, etc. Ce sont des mesures d'hygiène extrêmement simples qui devraient être diffusées partout. Et ça coûterait beaucoup moins cher que de diffuser la vaccination antitétanique, qui, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, n'est pas immunisante. C'est vrai. C'est vrai que l'hygiène, d'ailleurs, comme c'est un bacille anaérobie, il y a un moyen très simple aussi de lutter dès le départ. Alors déjà, le mieux, c'est de nettoyer la plaie, ou comme disent les médecins, de parer la plaie. Moi, j'aime beaucoup ce terme, ce qui veut dire nettoyer la plaie, enlever les peaux mortes ou des choses comme ça, et nettoyer à l'eau oxygénée. Parce que l'oxygène est un poison violent pour les bacilles de tétanos. L'oxygène, il y a aussi l'ozone. L'ozone sous forme d'huile ozonisée, qui est un puissant antioxydant. Donc l'ozone aussi, qui, par l'application d'huile ozonisée, va oxygéner la plaie et empêcher cette prolifération. Et en même temps, favoriser le nettoyage toxique, la toxification du des plaies. O3. L'oxygène, c'est O2 et l'ozone, c'est O3. Dans votre exposé, on voit les phénomènes physiologiques, biologiques qui tenteraient à faire penser que la vaccination, ça ne fonctionne pas. Mais qu'en est-il? Déjà, est-ce que tout le monde est d'accord avec vous dans la communauté scientifique sur les procédés biologiques que vous exposez, ou est-ce que ça aussi, vous êtes contré là-dessus? Et la deuxième question que j'avais, c'était par rapport... Alors, on voit les phénomènes physiologiques, mais la question que je me pose, c'est qu'en est-il des études épidémiologiques qui justement testent, est-ce que, au-delà de la physiologie, est-ce que ça marche ou pas directement sur les chiffres, quoi. Bon, alors, en ce qui concerne mes relations avec les autres scientifiques, je n'en ai pas. Moi, je suis un électron libre. Vous savez, j'ai fait mes petites recherches personnelles et j'ai écrit mes bouquins comme ça, en m'appuyant sur les références. C'est pour ça que j'ai mis toutes les références dans mon bouquin. Comme je disais hier soir, je crois que c'est à vous, moi, je n'ai rien inventé, pas même le fil à couper le beurre. Donc, non, là-dessus. En ce qui concerne l'épidémiologie, il suffit de voir quels ont été les impacts des vaccinations sur l'évolution des maladies infectieuses. Bon, je vous ai parlé du tétanos tout à l'heure, mais si vous faites des recherches, et ça, tous les graphiques que vous avez dans mon bouquin,
j'y ai passé des heures pour les faire, parce que vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Hein. Si, vous les trouvez ailleurs, mais parce qu'ils ont été reproduits à partir de mes bouquins. C'est-à-dire quoi? Eh bien, je suis allé à... Alors, je ne sais plus où c'était, du côté d'Ivry ou de Vitry, quelque chose comme ça. Il y a un grand centre de statistiques où sont répertoriés donc, ce qu'on appelle les données de l'annuaire statistique de la France. L'annuaire statistique de la France est un pavé comme ça, où vous avez tous les renseignements possibles et imaginables. Ça va de l'évolution des températures entre Brest et Lyon, ça va du nombre d'infirmières libérales, hospitalières, etc. Ça va de cas de telle ou telle maladie, des décès de telle ou telle maladie, etc. Bien, à partir de là, vous pouvez faire, bien sûr, des courbes pour montrer l'évolution ou des cas ou des décès. Ben, si vous faites ça, vous vous apercevez, ben, en résumé de quoi? Si vous prenez la diphtérie, c'est extraordinaire. Moi, j'attends qu'on me démontre que la diphtérie a eu, la vaccination antidiphtérique a eu un impact. Alors, bon, on n'a pas le temps de la rechercher parce qu'on perdrait du temps, mais j'ai tout ça dans mes diapos, là. Si vous faites la statistique de l'évolution des cas de diphtérie, bien, vous vous apercevez qu'elles ont commencé à augmenter dans les années 30, elles ont explosé dans les années pendant la guerre entre 40 et 45, et ensuite, elles ont régressé. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le vaccin a été découvert en 1923. On a commencé à vacciner dans les écoles de la région parisienne en 1930. En 1931, ça a été rendu obligatoire pour les militaires. Donc tous les hommes ne faisaient pas leur service militaire, une grande majorité quand même, surtout en 1930. Eh bien, en 1931, les militaires étaient vaccinés. Ce qui veut dire que, allez, on va dire peut-être pas 50%, mais on va dire 45% de la population française était vaccinée contre la diphtérie. Ça n'a pas empêché la diphtérie de continuer à monter. En 1938, c'est devenu obligatoire pour l'ensemble de la population, et notamment, bien sûr, pour la population infantile. J'en parle en connaissance de cause, puisque je suis un produit d'avant-guerre. Je me souviens très bien, dans les années 42-43, avoir été vacciné dans la mairie, l'école de la mairie du village, où on était alignés comme à l'armée. Vous savez, l'un mettait la seringue, le médecin passait derrière, mettait une dose de vaccin, etc. Or, voilà, et nous arrivons en 2018, et il est 10h30. Oui. Merci infiniment, on peut l'applaudir. Bon. Et on pourrait faire la même chose pour la rougeole, pour la coqueluche, pour enfin, toutes les maladies infectieuses. Hein. Les maladies ont commencé à régresser bien avant les vaccinations, et la régression ne s'est pas accentuée après.